a mis en place donc, ce qu'on appelle un comité produit. En fait, tous les produits qui sont en build ou en refonte doivent passer dans ce comité produit à chaque phase en fait, du cycle de vie produit. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Boudot. Marine, merci de venir et de me rejoindre pour cet épisode. Donc, tu es sous-directrice aux produits numériques au sein de la direction du numérique des ministères sociaux. Ministère qui regroupe le ministère de la Santé, du Travail et des Solidarités. Mais tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Marine, est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien, bonjour, merci déjà pour l'invitation, Martin. En effet, je travaille donc à la direction du numérique du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités donc depuis le mois de septembre 2023. En tant que sous-directrice des projets et services numériques, il faut savoir qu'il y a une direction du numérique par ministère ou par groupe de ministères. Et donc, mon rôle, c'est de gérer une grosse équipe qui gère un ensemble de produits et services qu'on crée pour les directions dites métiers du ministère. Donc, par exemple, la direction générale du travail, la direction générale de la santé, la direction générale de la cohésion sociale. Donc, on a tout un ensemble de directions pour lesquelles on va produire des produits et des services numériques. Ok, et juste pour qu'on ait un ordre de grandeur, peut-être combien de produits vous gérez voilà, cette équipe, cette équipe produit au global, peut-être cette organisation produit même aux ministères sociaux, ça regroupe combien de personnes, quel type de compétences, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Donc, au sein de la DNUM, on est plus de 220 à peu près. On manage à peu près 350 produits au sein de la direction du numérique, produits et services applicatifs. Au sein de la sous-direction, on compte à peu près 240 produits. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 équipes produits au sein de la direction du numérique. La sous-direction, que je pilote, la fabrique des ministères sociaux, qui accélère. Qui accélère et qui développe donc des startups d'État, notamment le Code du travail numérique. Et une autre équipe qui pilote les applications mutualisées qui sont utilisées par les agences régionales de santé, donc les ARS. Donc voilà, 3 équipes produits avec donc des agents en leur sein. Et puis évidemment, on externalise une partie de nos équipes aussi, évidemment. Bien sûr. Très bien. Et du coup, Marine, comment tu t'es retrouvée à un poste spécialisé dans le produit, dans une sous-direction de l'administration ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené à faire ça et ce qui t'anime aussi en tant que sous-directrice aujourd'hui ? Alors moi, j'ai commencé ma carrière à New York aux États-Unis, où j'ai donc travaillé dans des startups d'abord en tant que chef de produit. Là, on est en 2005. C'est loin de l'État français, en plus. C'est loin de l'État français, mais je travaillais dans les médias. Et d'ailleurs, j'avais eu une formation aussi par Marty Kagan à l'époque. Donc, j'ai travaillé dans les médias aux États-Unis. J'ai évolué autour du numérique sur les enjeux produits et design, et puis développement aussi. Et donc, acquis des compétences au fil des années. En 2017, je suis rentrée en France. J'ai eu l'opportunité de travailler pour un parti politique pendant 2 ans en tant que responsable de la technologie. Et puis, j'ai eu envie de travailler davantage pour le bien commun, l'intérêt général. On m'a dirigée vers l'administration que je connaissais très très mal. J'avais des connaissances, des amis qui y travaillaient et qui m'ont présenté un peu le type de choses que pouvait faire l'administration, parce que je n'avais pas du tout en tête. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais j'adore. En fait, j'ai toujours fait du numérique. Aux États-Unis, je l'ai fait aussi un tout petit peu pour la radio publique. J'étais déjà dans quelque chose de un pied dans le public, parti politique. Il y a toujours aussi ce sujet de servir l'intérêt général. Bien sûr. Et donc là, l'idée de pouvoir lier mes compétences numériques, mon appétence pour le management de produit et l'appliquer à l'État, je trouvais le challenge ultra intéressant. Et donc c'est comme ça qu'en 2019,
j'ai rejoint la direction interministérielle du numérique. Voilà. Excellent. Et du coup, ton œil, puisque tu as été dans une autre culture, aux US, qui est notamment une culture un peu plus avancée historiquement sur le produit, même si on pourrait en débattre, mais culturellement, je pense qu'on a une manière d'approcher le produit et le product management assez différente. Et également, bah, du coup, de le faire au sein de l'administration. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le product management, ce qu'est le mode produit, si on n'utilise pas d'anglicisme dans l'administration, ça veut dire quoi? Et peut-être même au sein de l'État, parce que tu es plutôt dans des ministères. Comment tu vois les choses et comment on fait du produit, quelles sont les spécificités peut-être aussi de le faire pour le bien commun, dans l'administration? Quand j'étais aux États-Unis, j'ai vu un peu cette transformation qui s'opérait dans les médias américains, euh, justement sur cette voilà, prise en main du numérique et de ce que le numérique pouvait apporter aux médias. Notamment, j'ai travaillé chez NBC Universal avant de travailler dans la radio publique. Et à ce moment-là, au démarrage, on avait des créateurs de contenu donc, au sein de NBC qui étaient très... voilà, c'était eux qui dirigeaient les projets numériques, c'était eux qui prenaient toutes les décisions sur les projets numériques. Donc très vertical. Très vertical. Et à l'époque, les équipes numériques suivaient, elles étaient plus exécutantes. Et donc j'ai vu cette transition aux États-Unis, donc à l'époque j'étais chez NBC, cette structuration des équipes produits, des équipes numériques, avec voilà, création des postes de CTO, de Chief Product Officer, le recrutement de designers. Et en fait, on est arrivé à des modèles où finalement les créateurs de contenu, les éditeurs, terme anglais, étaient finalement en co-construction avec les équipes numériques et il y avait un vrai pilotage stratégique du numérique. Je pense que donc, si je traduis ça aujourd'hui avec ce qui se passe dans l'État, on est dans cette phase, je pense, alors je ne veux pas dire que tout le monde en est au même endroit, parce que dans certaines administrations, dans certaines organisations publiques, les choses sont peut-être plus avancées que dans d'autres. Même nous, on le voit au sein des ministères sociaux, la culture de chacune des directions métiers avec lesquelles on travaille, elle impacte la manière dont on tente de faire du mode produit en fait. On a la direction générale de la santé, la direction générale de la cohésion sociale, la direction générale du travail. Ces organisations, elles ont une vraie culture qui leur est propre. Et donc, notre rôle, c'est aussi d'adapter le management produit à leur culture et leur connaissance, leur existant, leur niveau de maturité, leur niveau de maturité, etc. Donc, c'est ça aussi qui est assez intéressant. Et donc, si tu me demandes à quoi ressemble le management produit ou la méthode produit, le mode produit dans l'administration, je dirais qu'il est très diversifié. Et ce qui compte pour moi, c'est finalement qu'à la fin du compte, on a des indicateurs qui nous permettent de se dire, OK, est-ce qu'on apporte de la valeur avec ce qu'on crée? Est-ce qu'on apporte de la valeur donc, aux usagers finaux? Nous, les usagers finaux, ça peut être les citoyens, c'est aussi les agents publics. Les inspecteurs du travail, par exemple. Ça peut être une association, une entreprise aussi. Une association, une entreprise, donc les professionnels du bâtiment, les professionnels qui travaillent dans les laboratoires. En fait, c'est assez vaste. Et donc, comment est-ce qu'on s'assure que en fait, ce qu'on produit sert à quelque chose? Et puis, il y a aussi un autre enjeu pour nous, c'est comment est-ce qu'on s'assure de la pérennité des produits et des services qu'on crée et de la maintenabilité. Et donc ça, c'est un enjeu qui devient de plus en plus fort, surtout à l'aune des enjeux budgétaires qui sont la réalité d'aujourd'hui dans l'administration. Et donc, oui, il est encore plus important, justement, de challenger, en fait, de se questionner sur tout ce qu'on fait et d'identifier les pistes de mutualisation aussi. Et donc, je pense aussi qu'à travers, justement, cette capacité à challenger et à questionner ce qu'on fait et à créer des ponts, créer des process qui permettent d'identifier que telle ou telle équipe travaille sur cette brique et peut-être qu'elle peut être utilisée par cette autre équipe. C'est comme ça qu'on va petit à petit optimiser et assurer d'avoir un impact plus fort pour toutes nos parties prenantes. Ok, très clair. Je pense que toi et moi, on a un point commun, c'est que on vient du privé, on a fait des allers-retours et moi, j'ai pas mal bossé aussi auprès de l'administration. Et je dis toujours que l'administration, c'est quand même une organisation extrêmement complexe. Au global, même un ministère, c'est quand même, ça peut être comparé, je pense, dans le privé à une grande entreprise. C'est quand même assez massif avec beaucoup d'héritage, ce qu'on appelle le legacy en anglais. Legacy humain, héritage humain, organisationnel, culturel, t'en parlais, voire technique. Comment, toi, dans ta position, t'appréhendes cet héritage? Comment tu disais, on adapte les méthodes? Si on rentre un peu là-dedans aussi, comment justement et jusqu'où tu vas dans l'adaptation par rapport à cet héritage et comment tu l'appréhendes? Ouais, plus on va
étendre notre champ d'action, plus on se met en difficulté de maintenir un écosystème. Donc je disais tout à l'heure, on a un écosystème de 350 applications à l'échelle du ministère. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque nouveau besoin, à chaque nouvelle politique publique, on se dit, il y a une ligne budgétaire, on dédie une équipe au projet, on envoie l'équipe sur le projet et l'équipe va développer le service, la solution qui va être adaptée aux besoins. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation avec certaines applis ou infrastructures obsolescentes, parce qu'on n'a pas pu, avec les équipes internes, les maintenir. maintenir. C'est une réalité qui existe aussi bien dans le public que dans le privé. Et donc pour moi, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait, on réalise de vrais investissements. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se pose la question de la mutualisation tout au démarrage des projets. En fait, cet été, on a réalisé un travail d'audit ou d'introspection plutôt de nos process, de nos SI, nos systèmes d'information, pour finalement se dire, OK, au final, on a beaucoup de systèmes qui se ressemblent, beaucoup de systèmes qui tombent dans la catégorie gestion de dossier, case management. Beaucoup de produits qui tombent dans la catégorie cartographie, etc. etc. Et donc, pour moi, l'enjeu, c'est de remettre en place essayer de tenter de mettre en place des dispositifs. Donc ça, c'est un travail qu'on a démarré il y a quelques mois. Des process, des checkpoints, qui nous permettent justement, à chaque refonte, à chaque nouveau produit, de se poser la question, OK, quel est le cas d'usage ici? Quelle est la valeur qu'on souhaite apporter? Est-ce que potentiellement, on peut s'appuyer sur des communs existants pour construire cette solution et du coup rendre le produit peut-être moins spécifique, service moins spécifique, moins customisé, moins personnalisé? Parce qu'en fait, on voit bien qu'on ne peut pas gérer le spécifique sur le long terme, maintenir. Et derrière l'enjeu, c'est plus de sécurité, plus d'accessibilité, plus de design, plus de capacité à gérer les crises aussi, puisque parfois, on peut avoir des applis qui tombent, des aléas, il y a des aléas, les hébergeurs qui peuvent avoir des problèmes, etc., etc. Donc, moins. Et puis, je pense qu'aussi, pour les équipes elles-mêmes, quand on a une flotte d'agents qui est aussi limitée, forcément, et bien aussi leur donner la capacité de s'investir sur des projets communs. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un agent qui gère 2 à 5 projets, peut-être qu'on peut avoir 5 agents qui gèrent un gros projet qui peut servir 3, 5, 15 cas d'usage, 15 services. Et du coup aussi créer une vraie cohésion, une excitation, parce qu'en fait, on travaille autour d'un produit qui a un vrai commun et qui sert un ensemble de politiques publiques. Je parle de ça, c'est pas un rêve, c'est des choses qui existent déjà au sein de l'État. C'est de la plateformisation du back-end. Au sein de l'État, la DINU, la Direction interministérielle du numérique, a créé il y a quelques années un outil qui s'appelle Démarche simplifiée, qui est utilisé par tout un ensemble de ministères, mais aussi des collectivités locales. Et au départ, je pense que les personnes se disaient « Ah oui, mais moi j'ai besoin de spécifiques, j'ai besoin de faire ci, ça, ça ». Et au final, on se rend compte que le produit répond à tout un ensemble de besoins et qu'au final, on n'avait pas tant besoin de spécifiques. Le produit que je connais bien aussi, France Connect, sert ce cas d'usage-là. L'authentification. Le produit que tout le monde connaît, France Connect, qui est aussi un commun, qui est utilisé sur la majeure partie des applications de l'État. Par rapport à ça, ta vision justement de la génération d'impact, parce que dans le monde du produit, on parle souvent de comment on génère l'impact. C'est vrai que l'impact, il est 360, mais dans le privé, on va tout de suite penser génération de revenus. Ce qui, de facto, par définition, n'existe pas dans le public, même si on pourrait challenger le fléchage des politiques publiques, le budget, etc. Est-ce que déjà le mode produit, l'alpha et l'oméga du mode produit dans le secteur public, est-ce que c'est l'impact ou pas? Et si oui, ça veut dire quoi impact pour toi? Voilà. Quand est-ce que tu te dis, justement, on mutualise, on stoppe, on continue une solution? Alors, en fait, au sein des administrations, on a plusieurs types de produits. Il y a des produits qui répondent à des enjeux réglementaires. Ah oui, ça c'est obligatoire. Voilà. Ensuite, on a des produits qui répondent à des enjeux d'information. Et puis, on a d'autres types de services qui répondent à des politiques publiques. Je pense à, par exemple, un service qu'on a lancé il n'y a pas si longtemps que ça,
un service autour de l'honorabilité, c'est-à-dire quand une personne va travailler auprès de jeunes enfants, la capacité d'avoir l'assurance que cette personne n'a jamais été en trouble avec la loi. Et donc là, typiquement, sur un produit comme ça, comment est-ce qu'on qualifie de l'impact? C'est de voir peut-être la réduction des problématiques de personnes qui peuvent accompagner ou être au contact des enfants et qui peuvent avoir un comportement malsain. malsain. L'impact, c'est aussi comment est-ce qu'on optimise le temps de travail des agents. Typiquement, les inspecteurs du travail, on est en train de voir actuellement comment est-ce qu'on arrive à optimiser et simplifier leur expérience de travail. Donc là, typiquement, ça va être peut-être comment dans le quotidien on réduit le temps pour faire X ou Y ou Z. Donc, tout comme dans une organisation privée, les indicateurs, ils sont spécifiques à l'enjeu autour du produit. Évidemment, il y a des indicateurs qui sont assez basiques, la satisfaction utilisateur qui permet d'avoir une idée globale du positionnement du produit, des enjeux de performance qu'on peut aussi automatiser. Donc voilà, il y a aussi des indicateurs qu'on peut assez facilement mettre en place et qui sont un peu applicables à tout un ensemble de produits ou services. Donc il y a des indicateurs qui sont spécifiques à une politique publique, à l'enjeu auquel on essaie de répondre, et puis d'autres indicateurs qui peuvent aussi compléter ces indicateurs spécifiques. Quand je t'écoute, à la fois sur les aspects de l'héritage, des logiques techniques, de globalisation, de mutualisation, pour moi, ça rebondit sur des enjeux d'industrialisation. Parce que le mode produit, effectivement, quand tu es un silo à petite échelle, une équipe, on veut opérer une solution, bon, on apprend toujours des choses, mais c'est plus facile à opérer. À l'échelle d'un ministère où vous avez des synchronisations, vous êtes sur des systèmes communs sur le plan technique, etc. J'imagine que tu es là-dedans, sur ces enjeux d'industrialisation de produits, parce qu'en plus, derrière, tu touches, j'imagine, un public, tu disais, qui est très varié, mais assez volumétrique par la définition, puisque vous servez tous les Français et toutes les entités françaises, et même peut-être au-delà d'ailleurs. Cette logique, et souvent ce sujet-là d'industrialisation, c'est un enjeu de transformation. Comment tu vois les choses? Est-ce que le mode produit aujourd'hui, il est entièrement adopté? Comment tu arrives à mettre un degré d'avancement sur ce sujet-là? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux? Est-ce que c'est une transformation pour toi? Est-ce qu'elle est en cours? Est-ce qu'elle est aujourd'hui palpable, mais c'est le début? Comment tu vois les choses là-dessus? Donc, par exemple, cette année, au sein de la sous-direction, on a mis en place des formations au management de produits. Donc ça, c'était en 2024. L'année prochaine, on va aussi dérouler des formations qui seront destinées aux équipes métiers. Parce qu'en fait, c'est aussi les équipes métiers, je parlais de la culture de travail. Ouais. Et donc, c'est aussi elles qu'on souhaite embarquer avec nous pour vraiment leur prouver la valeur de travailler un peu autrement. Et leur montrer aussi, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'entre elles qui ont finalement, il y a quelques années, on a essayé de leur imposer une sorte d'agilité où en fait c'était une course-poursuite au sprint et en fait ils se sentaient vraiment pris de court. Acculés. Acculés, ils n'avaient pas la capacité de répondre à l'écriture du User Stories, etc., etc. Et en fait, ils ont eu l'impression qu'en fait ils perdaient de l'argent parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre le rythme. Et donc, quand tu me dis quel est le plus gros blocage aujourd'hui, le plus gros challenge à l'implémentation du mode produit et à plus de fluidité dans les mises en production et le déploiement et d'itérativité, etc., c'est typiquement les enjeux d'infrastructure. Comment est-ce qu'on met à disposition des équipes des infras qui leur permettent de travailler de manière fluide, sans surprise entre deux environnements. Et moi, c'est drôle parce que historiquement, depuis... je n'avais jamais finalement travaillé avec dans des environnements qui étaient si contraints. Et voilà, c'est une vraie complexité à gérer. Donc ça, c'est un des bloqueurs principaux qu'on essaye de libérer. Donc typiquement, là, on a deux applications déjà cette année au sein de la sous-direction qui ont été déployées dans du cloud public avec une CI/CD. Et là, les équipes trop heureuses de voir en fait on peut mettre en prod en 3 secondes ou 3 minutes le temps du build. C'est un changement radical. Et donc, c'est aussi ça qu'on essaie de vendre aux directions métiers, c'est de leur montrer en fait que investir dans ces infrastructures est aussi essentiel.
c'est sûr, comme tu le disais, dans l'administration, il y a beaucoup de contraintes techniques, de contraintes réglementaires, de souveraineté dans le cloud, de protection de la donnée pour la donnée et l'usage de la donnée personnelle. C'est vrai que ça, c'est des challenges, effectivement, pour opérer. Toi, à quel moment dans ta vision tu vas te dire sur cette discipline du produit, je suis arrivé au bout? À quel moment tu dis le boulot il est fait? Voilà, c'est quoi ton vœu? C'est quoi Ouais. ton étoile polaire de la démarche produit, de l'organisation produit que tu rêverais pour les ministères sociaux? Enfin, voilà, Alors, dans le cadre de cette transformation, moi, je me suis mis des objectifs aussi avec voilà, des KPIs parce qu'en fait, on doit appliquer le mode produit aux enjeux de transformation aussi. Là, on est en train de remettre à plat un cadre de cohérence technique. Donc, on a des objectifs d'ici la fin de l'année là-dessus. On a aussi des enjeux autour de l'identification de solutions de cloud et de CI/CD avec un hébergement HDS. Donc voilà, on a des enjeux, de monter en gamme objets, technique, des ouais. objets techniques à résoudre et de poser ce cadre de cohérence technique. Et donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est qu'on est en train de développer une nouvelle application et qui doit s'appuyer sur des briques de commun numérique. Donc ça, c'est un projet que je suis très très près autour des enjeux de réclamation et de maltraitance d'adultes vulnérables. C'est un service qui est assez complexe, qui touche à plusieurs organisations de l'État et puis qui a un côté citoyen, un côté agent, etc. Donc ça coche pas mal de cases en termes de ce qu'on peut faire d'habitude et du coup c'est voilà, un vrai cas d'usage qu'on essaye de mettre en place. Puis un jeu de société assez critique, on peut pas se tromper, quoi. Et c'est assez critique évidemment. Donc là on a un enjeu autour du printemps d'arriver à quelque chose et de pouvoir en parler. À terme, c'est comment est-ce qu'on embarque, à terme et jour après jour, comment est-ce qu'on embarque les équipes de la DENU et que tout le monde est convaincu de ce qu'on essaye de faire, des nouveaux modes, des nouveaux process qu'on met en place. Comment est-ce qu'on embarque les directions métiers. Donc moi, si les directions métiers d'ici septembre me disent bravo, on adore là ce que vous avez mis en place sur ce projet, ça a super bien fonctionné, faisons la même chose sur tous les projets sur lesquels on travaille avec vous. Pour moi, ce sera ça la grande victoire. Et puis derrière, évidemment, d'identifier, de voir qu'on a pu créer des vraies sources de commun numérique, en tout cas des pistes, qu'on a pu libérer un peu aussi la charge mentale des agents qui peuvent s'empêtrer dans les enjeux d'infrastructure, qui ont beaucoup de choses à gérer. Et puis, à terme, mais ça, ce sera plus sur long terme, des pistes d'optimisation budgétaire. Mais avant ça, il faut bien sûr investir avant de pouvoir voir les réductions budgétaires. Excellent. Peut-être si on revient un petit peu dans le présent ou voir dans le passé proche, est-ce que tu peux peut-être nous partager une bonne pratique, une réussite, quelque chose où tu t'es dit, il y a eu peut-être un effet wow et tu as été aux États-Unis, un aha moment, comme ils appellent ça les Américains, ou peut-être un sujet que vous avez taclé, où vous vous êtes dit, là, il y a vraiment un gisement de valeur qui a été... Cette année, il y a eu plusieurs choses en 2024. Je dirais, on a lancé des formations de produits cette année. À chaque formation, on a pu itérer sur ces formations. Et du coup, on a pu recevoir le retour des agents, les ajuster, les adapter. Et donc ça, déjà, d'avoir pu adapter, d'avoir vu les retours des agents et d'avoir vu... moi, j'ai pu assister aussi à chacune de ces formations et échanger avec les agents lors de ces formations. Et donc, pour moi, c'était aussi l'occasion d'échanger avec les agents et on parle de tous les blocages. Et donc, ça, pour moi, c'était une réussite. Je souhaite qu'on continue et qui a permis aussi de cristalliser, en tout cas, de rendre plus concret leur quotidien, de faire en sorte qu'ils puissent aussi échanger entre eux et se rendre compte que leur quotidien, il était partagé. Donc de désiloter finalement l'organisation. Mais bon, tout ça, c'est une première phase et on avance et il faut continuer en ce sens. Une autre chose qu'on a commencé à mettre en place le 1er octobre, donc c'est assez récent, on a mis en place donc, ce qu'on appelle un comité produit. C'est peut-être historiquement ce qui peut être connu comme plus sous le nom de comité d'architecture. À part qu'ici, donc c'est un comité produit où en fait tous les produits qui sont en build ou en refonte, en construction ou en refonte, doivent passer dans ce comité produit à chaque phase en fait du cycle de vie produit. Donc tout en amont, lors de la réalisation d'un POC, une conception, etc., etc. Lors de ce comité produit, il y a
plusieurs équipes de la direction du numérique qui sont présentes, qui sont en tout cas représentants de leur expertise, les équipes de la sécurité, les équipes product ops, des opérations produits, du design, etc., etc. Et donc ça met du temps à se mettre en place, mais petit à petit, on voit que ça prend. Et donc, voilà, moi je suis... donc, c'est pas un waouh moment, mais c'est déjà une organisation qui commence à se mettre en place. Tu t'es dit, il y a quelques étapes de franchie. Voilà, il y a quelques étapes de franchie, on y va doucement. Surtout, voilà, dans cette transformation, on ne peut pas griller d'étapes. Parce que dans toute organisation, les agents, les employés aussi peuvent se fatiguer assez facilement des changements dans l'organisation, des changements de direction. Et donc, ce à quoi je tiens, c'est de faire vraiment des petits pas dans cette transformation, mais que chaque petit pas, en fait, il soit vraiment ancré et qu'on puisse ajuster aussi petit à petit voilà, ces nouveaux processus qu'on met en place au fur et à mesure, et que tout le monde soit convaincu, et voilà, que ces nouveaux processus qu'on met en place ne se sentent pas comme des choses imposées, mais que tout le monde se rende compte en fait de ce que ça crée comme valeur. Voilà. Donc des petits pas avec voilà, d'itératifs, des retours utilisateurs. Donc, ce sont des agents qui sont utilisateurs en premier lieu. Et donc voilà, moi, je suis contente que ça avance et que petit à petit on commence à déployer les choses. Excellent. Dans les tendances que tu vois venir qui vont sûrement vous impacter, voilà, est-ce que tu as des grands enjeux comme ça où tu te dis, tiens, ça va venir impacter nos produits, je sais pas, une techno, un mouvement, une nouvelle démarche, une méthode, je sais pas, voilà. Ouais, genre peut-être les enjeux évidemment l'IA, l'intelligence artificielle impacte nos produits. Au sein de la sous-direction, il y a un bureau qui est dédié à la data, donc qui suit tous les sujets data pour la sous-direction. Donc forcément, parce qu'il y a ce vif intérêt de tous les agents sur l'IA, et il y a la question de ok, quand est-ce qu'on décide qu'on utilise de l'IA ou pas, Bien sûr. et quand est-ce que en fait c'est peut-être surfait et que sur certaines choses on n'a peut-être pas besoin, on a peut-être juste besoin de condenser de la donnée, et voilà, on n'est pas obligé de passer par l'IA tout le temps. Donc c'est vraiment challenger les besoins encore une fois. Donc le sujet de l'IA forcément. Évidemment, les enjeux autour de l'accessibilité numérique. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est un de nos enjeux, c'est de rendre 100% de nos produits et services 100% conformes au RG2A, voilà, au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Et là-dessus, vous êtes plutôt avant-gardiste, je pense, par rapport au privé, parce que vous êtes de facto plus contrainte. Donc, c'est marrant, comme on voit parfois que la contrainte est une complexité, mais parfois peut apporter l'innovation, voire de la connaissance. Parce qu'en fait, dans l'administration, je trouve que vous êtes vachement en avance par rapport à d'autres domaines où ils vont avoir le cadre légal qui va arriver, mais qui n'est pas là aujourd'hui, et du coup, c'est de facto souvent dépriorisé. Donc ça, c'était intéressant, je trouve. Après, on a quand même encore beaucoup de travail à faire. Oh là, j'imagine. Et c'est là aussi, encore, je reviens aux enjeux des communs numériques. Moins on a d'applications, voilà, plus c'est facile de les rendre accessibles. Évidemment, les enjeux de sécurité aussi. Les attaques ne vont pas en s'amenuisant, et donc on doit aussi assurer la sécurité de nos services. Puis vous avez le ministère critique, le ministère de la Santé. Oui. Donc voilà, avec des enjeux évidemment de protection des données de santé. Peut-être je résume, en fait, il y a des enjeux. Voilà. On peut mettre des applications sur le cloud public, on peut les mettre si on a des données de santé sur des hébergements HDS, donc hébergements de données de santé, ou bien sur du SecNum Cloud. Du SecNum Cloud, lorsque en fait, les données peuvent remettre en cause, je ne sais plus quel est l'intitulé exact, mais remettre en cause la stabilité du pays. Et en fait, souvent, une direction métier va se dire ah non, mes données, elles peuvent, si elles sortent, voilà, ou si elles sont lues elles peuvent remettre en cause la stabilité du pays. Et donc, en fait, il y a aussi ça à vraiment déconstruire avec les directions métiers et se dire, OK, est-ce que ces données, elles sont vraiment... Oui, c'est à challenger. Et à challenger, parce qu'en fait, derrière, il y a des enjeux budgétaires, il y a des complexités en termes de construction et de maintenabilité, comme tu dis. Et que parfois... Et donc là aussi, on travaille vraiment, notamment avec tout un... être trop précautionneux, ça crée la complexité. Vraiment voilà, avec les directions métiers, sur certaines applications, de se dire, OK, est-ce que ces applications, on pourrait les mettre dans du cloud public? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne sécurise pas, évidemment. On n'est pas en ouvert, etc. On va quand même faire des tests d'intrusion. On va quand même tester l'application. Mais on challenge un peu le niveau de sécurité. Très clair, très clair. Et justement,
Parce que 9 invités sur 10 me citent l'IA, qui est quand même, je pense, la grosse transformation, enfin le gros enjeu technologique qui vient. Tu le vois comment? Est-ce que tu le vois sur des briques IA, sur vos produits, vos solutions qui viennent l'enrichir? Est-ce que demain, tu vois aussi la capacité à créer des produits 100% IA qui viendraient rendre un service? Ma question est vaste, est-ce que tu le vois aussi sur faire du produit grâce à l'IA, peut-être différemment? Comment vous avez envie de le tacler peut-être aussi? Alors aujourd'hui, donc déjà, l'IA, c'est aussi comment est-ce qu'on accompagne les agents, on les incapacite finalement avec des outils d'IA qui leur permettent dans leur quotidien d'opérer leur métier. Travailler différemment. C'est-à-dire que peut faire l'IA, me sortir des user stories. Je sais que les équipes expérimentent. Ça peut être sur les revues de code. Ça peut être donc, on expérimente aujourd'hui l'IA sur différents champs liés à la conception de produits numériques, que ce soit dans le produit, le dev. Et je sais même que côté recherche utilisateur aussi, création de déroulés, etc. Donc ça peut être... Exactement, ça fait gagner beaucoup de temps. en outil. Ensuite, sur les produits qu'on met à disposition, on expérimente typiquement avec des outils qui sont dits BI décisionnels, donc c'est des tableaux de bord. Comment est-ce qu'on peut donner à l'agent la capacité, en fait, au lieu d'avoir accès à un tableau de bord et des tableaux de bord de pilotage d'une politique publique, comment, sur le handicap par exemple, sur les accidents du travail, comment est-ce que je peux directement donner à l'agent la capacité d'écrire dans un chat, j'ai besoin des données sur X, Y, Z. Donc voilà, ça c'est des choses avec lesquelles on expérimente. Excellent. Peut-être toi, à titre personnel, de quoi tu te nourris, de quoi tu t'enrichis aussi dans ton métier de responsable produit. Voilà, qu'est-ce qui vient aussi peut-être développer ta réflexion, l'alimenter ou ton travail opérationnel? Alors, bonne question. Des réunions pour des échanges avec d'autres ministères. Typiquement, récemment, on est allé voir le ministère de l'Intérieur. Parce que... Pas fonctionner en vase clos. Non, c'est ça. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Culture, qui eux aussi ont finalement les mêmes... Alors, différents enjeux, mais quand même aussi des enjeux similaires autour du mode produit, mais aussi autour de la rationalisation, la création de communs numériques. C'est beaucoup interministériel, et puis évidemment des podcasts aussi. Là pour le coup, si vraiment plus ce qui peut se passer dans les organisations privées. Pour venir tirer là aussi des apprentissages. Pour un peu me sortir aussi un peu du quotidien. Puis aussi les agents qui... quand on recrute des agents aussi qui viennent d'autres écosystèmes, qui vont avoir des nouvelles idées, qui vont aussi proposer des choses, challenger la manière dont on fait telle ou telle chose. On a besoin... constamment, juste au global, de se questionner sur la manière dont on fait les choses en continu. On arrive vers la fin. Est-ce que tu as peut-être un petit mot, une petite conclusion ou un message qu'on n'aurait pas évoqué à faire passer? Peut-être travailler pour le public, c'est vraiment top parce que on travaille pour l'intérêt général. Évidemment, il y a des enjeux budgétaires actuellement, mais il y a beaucoup de postes. Si vous regardez sur le site choisirleservicepublic.fr, vous trouverez beaucoup de postes dans le numérique. Il y a une diversité aussi de types de jobs de postes que vous pouvez faire dans le numérique. Travailler les DGSE, on peut travailler donc, chez nous au ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, on peut travailler au ministère de l'Écologie. Les enjeux sont énormes et on a cet enjeu principal de simplification de la manière dont on fait le numérique de l'État, et on a besoin de personnes externes, de nouveaux regards, toujours, tout le temps. Donc que vous soyez designer, data scientist, DevOps, expert sécurité, n'hésitez pas à rejoindre la fonction publique. C'est chouette. Beau message pour la fin. Excellent. Merci Marine pour ton temps et j'imagine qu'on peut te contacter. Sur LinkedIn par exemple. Parfait, s'il y a des questions. C'est ça. Excellent. Merci beaucoup. Merci pour ta participation. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!